Bonjour à toutes et bonjour à tous et bienvenue pour Franco Raptor. C'est Mike Laviole, toujours avec Patrick Bizindavi pour cet épisode 14. Salut à toi, Patrick. Salut à toi, Mike. Salut à tous les auditeurs ou les gens qui nous regardent en ligne. Épisode 14. Et Ça, oui, ça, ça, ça va très vite. une semaine victorieuse des Raptors, c'est rare, faut le souligner, avec deux victoires et une défaite. Et un invité spécial cette semaine, on va tout de suite l'accueillir. C'est Maxime P. Paquet de Montréal. Salut à toi, Maxime. Salut, et présent avec grand plaisir. Salut Mike, salut Patrick, salut à tous vos auditeurs. Et pour la petite histoire, on a rencontré Maxime lorsqu'il était venu pour les matchs des Raptors face aux Québécois. Il y avait plusieurs joueurs québécois sur plusieurs matchs de suite. Oklahoma City, Dallas et j'en oublie certainement un. Indiana, Indiana, oui. puisqu'il y avait... Et c'est là qu'on s'est rencontrés et qu'on s'est découvert puisque Maxime n'était pas forcément au courant de la francophonie à Toronto et nous, on ne connaissait pas non plus son émission. Ça a été une grande rencontre. Je vais te laisser te présenter, Maxime. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu ce que tu fais du côté de Montréal avec ton émission Planète Basket notamment? Oui, en fait, un grand amateur de basket depuis ma naissance. Moi, je viens du Saguenay-Lac-Saint-Jean, donc là, je perds à peu près tous vos auditeurs, mais c'est une région au nord du Québec, à 500 kilomètres de Québec, à 500 kilomètres de Montréal, pardonnez-moi. Et puis, mon père a démarré le basketball au Saguenay-Lac-Saint-Jean, donc ça a donné le ton à ma jeunesse, où j'étais très souvent dans des gymnases et où constamment on me demandait, mais quand commences-tu à jouer au basketball? Quand commences-tu à jouer au basketball? Et puis, j'y ai joué donc toute ma jeunesse. J'ai un peu perdu de vue le sport en entrant sur le marché du travail. Je suis réalisateur d'émissions de radio ici à Montréal, dans la station la plus écoutée au Canada, messieurs, le 98.5 FM. Et puis, c'est depuis quelques années, en fait, depuis la pandémie, où les séries de basketball ont devancé celles du hockey ici en fait partout. Et à notre station de radio, je leur ai dit, les gars, si vous ne parlez pas de basketball cette année, vous en parlerez jamais aux gars qui animent les émissions de sport. Ils m'ont dit, écoute, si tu veux venir nous parler de basketball, viens-t'en. Puis ça a été un peu le début de mon retour en ondes, mon retour pour mon amour du basketball. J'avais recommencé à suivre au début de la pandémie et même quelques années avant, mais c'est vraiment là que je me suis remis à suivre les statistiques, à suivre match par match, à écouter plusieurs matchs chaque soir. Donc voilà pour la petite histoire. Et puis donc depuis 1 an et demi, j'ai démarré un balado qui s'appelle Planète Basket, disponible sur toutes les belles plateformes qui existent. Et puis c'est ça, on en est à notre deuxième saison où c'est là que je vous croise. J'ai décidé d'aller chercher moi-même les entrevues en voyant qu'il y avait une espèce de synchronisme où chaque joueur québécois dans la NBA était de passage à Toronto cette semaine-là de début décembre. Et donc, je me suis dit, je vais faire un pèlerinage dans notre ville reine. Et puis, c'est là que je vous ai rencontrés, messieurs. Alors voilà, vous êtes à jour. Oui, c'était drôle quand tu es passé à Toronto parce qu'on ne sait pas qui est francophone, qui ne l'est pas. On est les deux francophones des médias depuis 99. Et là, tu nous entends parler français et j'ai vu comment tu étais étonné. Oh, ça parle français ici? Ouais, exactement. Je m'étais imaginé que tout se passait seulement en anglais à Oui. Toronto, donc j'ai été vraiment agréablement surpris de vous voir, de vous entendre. Ouais, Et la conversation a continué longtemps après le match. ouais, puis c'est ça qui était bien. J'étais là pour quelques matchs en plus, donc on a pu poursuivre la conversation avec l'autre avant-match et par la suite se jaser après le match, etc. Puis garder contact par la suite, c'est vraiment un cadeau du ciel que de vous avoir rencontré. En tout On cas, va passer au sommaire du jour. On va revenir sur la semaine des Raptors. On aura la question du jour, le joueur de la semaine. Vous devez déjà avoir une petite idée de qui c'est. Et ensuite, en deuxième partie, on parlera avec Maxime plus précisément de la NBA et du basket vu du Québec. Et on commence tout de suite avec l'actu des Raptors. L'actu des Raptors cette semaine, c'est deux victoires. Et oui, deux victoires de suite en plus contre Golden State 104-101 et contre Boston 110-97. Ces deux victoires, pardon, j'ai plus l'habitude, ont été précédées d'une défaite à Détroit 123-114. Le bilan actuel à la mi-saison, on l'a atteint, on est à 41 matchs, 10 victoires, 31 défaites. On est à 8 matchs du play-in, si certains y croient encore. Et on est surtout le troisième pire bilan de la Ligue à égalité
avec New Orleans et avec Utah. On a tous 10 victoires. Donc, on le rappelle, hein, les trois pires bilans de la Ligue obtiennent 14% de chance d'avoir le premier choix au prochain repêchage, d'avoir, on ne va pas se le cacher, Cooper Flag. Mais avant de revenir sur les matchs de cette semaine, je voulais simplement demander à Maxime quel est un peu ton regard de manière générale sur la saison des Raptors. Qu'est-ce que tu en penses? C'est certain que comparativement à vous, j'ai une espèce de détachement. Moi, les Raptors, oui, c'est l'équipe du Canada, mais je suis vraiment de retour dans un bain où je me dis que pour moi, c'est les meilleurs affrontements qui priment. Donc, chaque soir, oui, c'est sûr que si les Raptors sont sur une bonne séquence, sont dans une belle année, là, j'y vais plus large dans le temps, et puis qu'ils affrontent une bonne équipe un soir donné, ça va être le match que je vais prioriser. Mais dans les dernières années, ça a été plus difficile. Et donc, je priorise vraiment les affrontements. Pour moi, même si je suis vraiment un grand fan d'Oklahoma City, là, même si Oklahoma City joue ce soir-là, mais que c'est contre Détroit, par exemple, ce ne sera pas nécessairement l'affrontement que je vais prioriser. Tout ça pour dire que j'ai une affection particulière pour les Raptors. Je leur souhaite que du succès, mais cette année, je suis vraiment dans le bain Hunt for the flag. J'espère vraiment que les Raptors termine le plus loin possible au classement et puis qu'on puisse avoir une chance de mettre la main sur le talent générationnel qui est Cooper Flag. Ceci étant dit, le fait que les Raptors s'approprient le fait canadien de plus en plus dans les dernières années, Chris Boucher bien sûr, mais Kelly Olynyk, RJ Barrett, TJ Lawson, et maintenant, je m'excuse, vous allez devoir me dire son nom, celui qui est arrivé depuis la semaine dernière. Eugene Omoruyi. Le Ouais. voilà. Et bien là, je trouve vraiment que ça fait du sens. Là. Tu sais, les Raptors existent depuis 1995, mais c'est pas avant 2011 où il y a un joueur canadien qui a joué dans l'équipe. Ça a été à la traîne beaucoup trop longtemps. Et là, on s'approprie le fait canadien et ça m'emballe vraiment. Donc, voilà pour mon appréciation des Raptors. Donc, cette année, je les regarde, mais je leur souhaite des défaites plus souvent qu'autrement en souhaitant que ces matchs-là soient compétitifs parce qu'on ne veut pas entretenir une mentalité de perdant chez les Raptors. On veut que ces jeunes-là qui poussent, qui ont un très, très beau noyau, ben, le fassent dans une situation, dans une mentalité gagnante dans les prochaines années. Donc, oui, cette année, on accepte de perdre, mais il faut être compétitif, puis il ne faut pas que ce soit sur du long terme. On veut que dès l'année prochaine, je pense, on ait une mentalité de gagnant. Mhm. Mhm. Et c'est vrai, on est en saison de reconstruction, comme ils le disent, mais chaque fois qu'ils gagnent, tu vois qu'ils le veulent, quoi. Même hier, à voir Scotty Barnes crier après le match, et puis nous, on a le privilège d'aller dans les vestiaires. Ah, c'était la fête. On les entendait de l'autre côté, ça criait, donc, quand ils gagnent, tu vois qu'ils veulent gagner. Mm-hmm. Et surtout au début de la saison, où il y avait tellement de blessés, il n'y avait que des jeunes, ils se battaient à chaque match. Et oui, ils perdaient peut-être à la dernière seconde, ou bien ils étaient derrière le score depuis le premier quart-temps, mais tu voyais que ça se battait, ça jouait à fond. Oui, on sait que moins de victoires, c'est mieux, mais sur le terrain, ils veulent gagner. Et RJ Barrett, le match c'était contre Milwaukee, où il n'y avait même pas d'effort. Tu voyais pendant son entrevue que il était tellement fâché de n'avoir pu voir un effort, surtout que c'était la première fois que toute l'équipe revenait. euh, donc les blessés étaient de retour. Donc c'est vrai, Maxime, tu as raison. Même s'ils perdent, on aime bien voir de l'effort sur le terrain. Et ça, je pense que les fans ne peuvent pas se plaindre sur ça. Quelques matchs, oui, mais en général, l'effort est là. On va oublier le mois de décembre. Ils étaient un peu en Bon. vacances. Ils ont fait comme moi. Je suis parti en vacances en France et Et la eux défense aussi. des Raptors est partie avec toi. Exactement, exactement.
Parfait, parfait. Est-ce que tu avais une chose à ajouter, Maxime? Ben oui, ben on sent que justement, c'est pas nécessairement du côté des joueurs, peut-être qu'on essaie de tanker, de se saborder, mais peut-être que c'est au niveau d'effectifs qu'on va mettre en place. Je sais pas si les rumeurs sont vraies. Moi, lorsque j'étais à Toronto, on entendait des journalistes dire que peut-être qu'ils prolongeaient le séjour sur le banc de certains joueurs blessés. La rumeur était autour de Kelly Olynyk à ce moment-là, qu'on l'a laissé vraiment se rétablir de sa blessure avant de le retourner. Donc, c'est peut-être au niveau de ces décisions-là, ça se passe peut-être au-dessus des joueurs. Donc, tu sais, on a 4 meneurs de jeu en ce moment dans l'équipe. Donc, ça aussi, c'est d'essayer qui va être dans le noyau dans les prochaines années, qui va, à travers cette tempête-là, qui va persister et va faire partie de l'effectif pour bâtir pour cette équipe de championnat dans les prochaines années. Donc, c'est peut-être justement au niveau des décisions et pas nécessairement chez les joueurs parce qu'on le sait, lorsqu'on est mis sur un terrain en tant que joueur, on veut essayer de gagner. On n'a qu'une seule carrière en tant que joueur et chacune de ces années-là qu'on passe à NBA est faite pour se faire valoir, est faite pour établir une légende autour de nous. Et puis, on n'a qu'une seule carrière. Donc, j'imagine que ces joueurs-là, oui, ils essaient de gagner à tous les soirs. Ça se passe peut-être au niveau des dirigeants, qu'on essaie peut-être un peu moins de gagner. Ah, totalement. Moi, c'est ce que je dis toujours. De toute façon, ce ne sont pas les joueurs ni les entraîneurs qui tankent, ce sont les front office. Et si l'équipe gagnait trop, comme tu l'as dit, il y a plein de façons d'affaiblir son équipe en attendant longtemps avant qu'un joueur revienne, en envoyant des joueurs en G-League. Il y a plein de choses qui sont faisables de toute façon. Et il y a une trade deadline qui arrive le 6 février. Et si l'équipe commence vraiment à trop gagner, c'est très simple de se séparer de joueurs qui sont assez efficaces, mais qui ne sont pas dans les plans de l'avenir. On pense à Jakob Poeltl qui Jakob Poeltl, mhm. pourrait Et avoir peut-être un Chris Boucher aussi, qui est maintenant 32 ans et qui bien, pourrait aller aider une autre équipe à l'extérieur. Mais bien sûr, son contrat se termine. Alors, quelle valeur aura-t-il sur le marché des échanges? Ce sera une question à laquelle on pourra répondre dans les prochaines semaines. Mhm. on va se poser la question tout à l'heure parce qu'on aura une petite partie sur Chris Boucher. On va rapidement enchaîner sur les matchs de la semaine. Donc, comme tu l'as dit, Maxime, tu regardes toute la NBA, donc pas forcément tous les matchs des Raptors. Donc, on va t'interroger que sur ce que tu as vu. Tu nous as dit hors antenne avant l'émission que tu avais vu celui contre Golden State. On va commencer, Patrick, rapidement avec le match contre les Pistons. Les Pistons qui sont peut-être plus à mettre au niveau des faibles équipes maintenant parce que ils ont fait un très bon match contre les Raptors. Ils sont avec un bilan positif maintenant. Kate Cunningham connaît une saison assez exceptionnelle, le niveau All-Star. Qu'est-ce que tu retiens, toi, de cette rencontre où les Raptors, bah, ils ont subi encore une fois, c'était 3 matchs de suite, une pluie de 3 points de la part des Pistons. Oui, c'est ça. Et puis, des matchs contre Pistons, contre donc New Jersey, ça fait longtemps là, Brooklyn Nets. Euh, Quand on les perd, c'est là où ça fait vraiment mal parce que c'est des matchs sur papier. On sait qu'on peut gagner ce genre de match-là. Et quand on les perd, c'est là où ça fait vraiment mal. Et puis, contre Detroit, ils étaient vraiment dans le match. Et ce n'est que vers la fin de la partie où tu vois que Detroit a pris le devant. Ils ont pris un score de 123 à 114. Mais Cade Cunningham, c'est le joueur vraiment qui brille du côté Detroit. Je pense que ce jour-là, il a fait un triple-double avec, je pense, 22 points, 17 passes et 10 rebonds. Mais côté Raptors, c'était un des meilleurs matchs d'Emmanuel Quickley depuis son retour parce que je pense qu'il a marqué 25 points. Scotty Barnes a fait 16 points, 12 rebonds. Et ce match-là, c'était un match je ne sais pas s'ils avaient joué la veille, je pense qu'ils avaient joué la veille, mais on voit que les, les, les Detroit Pistons sont en train de tourner la page. Ils sont vraiment en train de tourner la page. L'équipe qu'on a eue la saison dernière, et même si beaucoup de ces joueurs-là sont les mêmes, ils ont amené quelques vétérans. Ils ont amené quelques vétérans qui amènent du leadership, qui amènent de l'expérience, ce qui fait que ça ne m'étonnerait pas que quelqu'un soit All-Star cette année parce que les statistiques sont là. Il joue très bien. Il est même excellent en défense. Et les fans commençaient à dire, oh, est-ce qu'il est mieux que Scottie Barnes? Là, je ne pense pas. Mais quand même, ce match-là, c'était un match
très équilibré, mais vers la fin du match, comme c'est l'habitude des Raptors, le dernier quart-temps, c'est toujours euh, très particulier avec eux. Mais bon, belle performance de Detroit, mais ça, c'est un match qui fait mal quand on sait que sur papier, c'est un match qu'on peut gagner. Bah, totalement, ce qui a manqué, c'est la performance de R.J. Barrett, qui a mis aucun tir à 3 points, 0 sur 8. On en parlait un petit peu, on en parlait un petit peu hier. En fait, R.J. Barrett, je pense qu'il a été, il a reçu le contre-coup un peu de sa maladie, sa double maladie du mois de décembre. On n'en a pas beaucoup parlé, c'est vrai. On a été très critique envers R.J. Barrett qui a fait un retour au jeu compliqué, mais c'est vrai qu'il a été malade et Yanis et Lillard avait eu cette même maladie. Et on se rappelle que les Bucks avaient été en difficulté pendant quelques matchs, justement. Et ils avaient expliqué que c'est justement Yanis et Lillard qui avaient du mal à revenir de cette maladie. Je pense qu'on peut mettre ça sur le dos de ce truc-là parce que RJ Barrett est bien revenu. On va en parler après avec le match contre les. J'ai un trou de mémoire. Le match. Les Warriors? Warriors et Boston aussi, les Surtout le match deux. contre Boston, ouais. Contre les Ouais. Warriors, ça a encore été un peu poussif, mais contre Boston, il a été excellent. Parlons justement de ce match des Warriors, puisque Maxime l'a vu. Maxime, qu'est-ce que tu retiens de ce match? J'imagine Chris Boucher. À 100%. Pour moi, c'est le match de l'année de Chris Boucher. Il est ressorti tellement fort. Puis c'est le point d'exclamation sur cette performance-là, c'était le dunk où il est parti de l'aile pour revenir à l'intérieur. Mais l'athlétisme sur ce dunk-là a été incroyable. Puis vraiment, ouais, le joueur du match. Puis c'est ce que j'aime aussi des Raptors. Ils nous donnent des bons matchs toujours. Le nombre de déconvenus qu'ils ont eu cette année, c'est combien? C'est trois ou quatre là, où ils ont vraiment échappé le match. Ils ont été décontenancés du début à la fin. T'sais. Ils sont très peu nombreux, mais encore une fois, les Warriors ne sont plus ce qu'ils étaient il y a quelques années, mais quand même, c'est l'équipe de Steph Curry, une légende. Tu veux les battre et tu réussis à les talonner toute la partie. Les Warriors essaient de se qualifier pour les séries, eux. Donc, ils essaient de gagner ce match-là et justement, on arrive au quatrième quart. Les Raptors perdent par 3, donc le match est très accessible. Sortent fort avec en tête, oui, M. Chris Boucher. Et puis, on en sort gagnant avec une victoire contre l'ancienne dynastie. Ça doit faire du bien dans un vestiaire, effectivement. Vous l'avez constaté de visu, mais de l'extérieur, Chris Boucher avait l'air très heureux. On dirait que c'est une année là, où je sais qu'on va en parler plus tard, mais une année de contrat, mais aussi une année où il a décidé d'embarquer dans le système de Darko. Il a décidé d'être un joueur malléable malgré son âge, d'être capable de prendre les conseils de son entraîneur, alors que l'année passée, ça n'avait pas l'air d'être le cas. L'année passée, on avait le sentiment que son non-verbal disait que ça ne lui tentait pas de faire les efforts, qui se disait peut-être qu'il était rendu à un certain stade dans sa carrière où il n'avait plus besoin de se plier à toutes les exigences de son entraîneur. Ben là, on a l'impression qu'il a fait le travail depuis le début de la saison et puis qu'il il en récolte certains fruits. Et vous lui avez demandé en entrevue cette semaine, et on a l'impression qu'à son âge de 32 ans, il se développe encore. Donc, c'est beau à voir de Chris Boucher de ce côté-là. Ah oui, et puis ce match-là contre les Warriors, c'était un cumul de 3 matchs de suite où il excellait. 2 matchs avant, il a joué 3 minutes, il a marqué 10 points. Donc, Mm-hmm. donc l'attaque instantanée, quand Chris Boucher entre dans le jeu, c'est vraiment instantané. On voit des points, on voit des cartes, on voit des rebonds. Je pense que même le match d'après, il avait été presque le meilleur marqueur de l'équipe. Et là, contre les Warriors, c'était 3 quarts temps, il avait un point en 3 quarts temps. Le quatrième, il met 17 points. Et à un certain moment, il avait 17 points et toute l'équipe des Warriors avait 23 points. Ah Donc, oui. il a dépassé l'ensemble des joueurs des Warriors. Et puis, et c'était des 3 points, c'était des pénétrations, c'était des rebonds. Donc, c'est un joueur, il voit son opportunité, il va saisir. RJ Barrett qui tire, qui rate, mais Chris Boucher qui vient de nulle part pour un rebond et un dunk. Il a manqué le dernier tir à 3 points. S'il avait marqué là ça aurait été la folie dans Scotiabank Arena, mais c'était de loin la meilleure performance de Chris Boucher. Et puis, il le fait d'une façon simple. Il ne fait rien
d'extraordinaire, il ne va pas faire 15 dribbles avant il est bien placé, les gens pénètrent, il sort la balle, il est ouvert, il va prendre le tir. Et puis il marque. Il marque. Et ce qui est bien avec Chris Boucher, c'est que même en défense, il va revenir en défense, il va faire les rebonds, il va faire des contres, il est présent, donc il connaît bien son rôle. Comme tu l'as dit, Maxime, il a accepté son rôle aussi. Et puis, nous, quand il entre, je ne sais pas, les gens qui écoutent la télé, peut-être ils entendent ma voix parce que chaque fois qu'il entre, je crie très fort. Je suis vraiment le fan de Chris Boucher. On va en parler plus tard, peut-être dans On en l'émission. avait déjà bien parlé. Mais c'était un match extraordinaire contre, moins contre Boston, mais contre les Warriors, c'était vraiment excellent. Je vous laisse Parfait. poursuivre, Bah, messieurs. Vous avez un autre match à analyser, là. ouais, on va revenir sur Chris, mais du coup, ça sera plus court parce que vous en avez C'est déjà bon. dit pas mal. Bah, on note aussi sur ce match contre les Warriors la continuité dans les progrès de Scottie Barnes sur son mid-range. Ça devient de plus en plus létal et ça lui ouvre beaucoup de choses. Ça, je pense qu'on en parlera dans une prochaine émission sur vraiment ce que ça apporte dans son jeu et surtout le fait d'avoir un meneur de jeu à côté de lui. Maintenant, il joue plus en power forward et ça change vraiment tout pour lui. Et c'est vraiment le poste qui lui va le mieux. Mais ça, on y reviendra une prochaine fois dans une autre question du jour. On va terminer avec Boston, Patrick. Alors là, on ne peut pas mettre en avant un joueur, on va mettre en avant un collectif parce que les Raptors ont été sensationnels face à une équipe de Boston qui est un peu en difficulté ces derniers temps, mais qui reste le champion en titre. 35 passes décisives sur 45 paniers marqués et des Raptors qui ont été quasiment devant tout le long et qui n'ont même pas été vraiment inquiétés par Boston. Pas du tout. On a pensé à certains moments qu'ils allaient commencer à shooter à 3 points, que ça allait rentrer, qu'ils allaient faire quelques stops, mais ça ne s'est jamais produit au final. Ben oui, deuxième victoire d'affilée pour les Raptors. Et c'était un match où c'était vraiment divisé. Tout le monde a participé. Même le coach l'a dit en fin de quand il parlait aux joueurs à la fin de la partie. Les joueurs qui étaient moins présents en première partie, ils étaient plus présents en deuxième. Jakob Poeltl qui a vraiment explosé vers la fin du match et qui a fini avec 16 points et 11 rebonds. Bruce Brown qui était presque invisible lors de la première partie et la deuxième partie devient actif. Et puis RJ, c'était presque un triple-double contre Boston. 22 points, 11 rebonds, je pense 8 passes décisives. Donc c'était vraiment un collectif. Et puis la défense, Jamal Shead qui continue à marquer ses tirs à 3 points. Et puis on va parler vraiment après de l'absence de Quickly. Mais en l'absence de Quickly, l'équipe tourne. Jamal Shead qui est donc à la sortie du banc. Et puis Mitchell qui prend, il fait encore quelques fautes, mais en défense, il est vraiment présent. Euh, Même contre les Warriors, il était collé à Stephen Curry tout le long du match. Donc c'est vraiment un collectif. Et oui, et puis tu vois que ça commence à venir, ça commence à prendre du temps parce que coach Darko n'a jamais eu l'équipe au complet pendant longtemps pour avoir des données pour dire voici ce que l'équipe donne comme résultat. Mais contre Boston, c'était le collectif. Ceux qui n'ont pas marqué, ils ont bien défendu. Ah, la défense était excellente. Vraiment, la défense était excellente. Mais il faut dire aussi que Boston n'était pas à son meilleur niveau. Parce que quand Boston met ses 3 points, c'est impossible de les battre. Mais ils n'étaient pas à leur meilleur niveau. Mais c'est le meilleur match de la saison pour les Raptors, ce match contre les Celtics. Ouais, totalement. On va pas aller plus loin. Je pense que les fans des Raptors l'auront vu ce match ou auront vu des résumés. En tout cas, voilà, Boston, ça montre ses limites aussi, hein, de dépendre énormément sur le tir à 3 points. Comme d'habitude, 50% des tirs de Boston à 3 points. Quand on met qu'une dizaine ou 11, je ne sais plus combien ils en ont mis hier, mais en tout cas, c'est un problème qu'ils vont devoir régler, mais c'est un problème qu'on leur laisse, qui n'est pas le nôtre actuellement. On va passer. 16 en 46, les 3 points. Ah, ils en ont mis Oh là 16 quand là. même. Ouais, tu vois, c'est pas dramatique, c'est vraiment au niveau des 2 points où ils ont Ouais, lancé à ouais, 40. ouais. Ouais. Mhm. Même les lancers, c'était très faible. Ils ont Ouais, ils sont manqué, ouais. Ils ont manqué beaucoup de lancers. Ouais. Je pense qu'ils étaient à 50% pour tout le match. Est-ce qu'ils ont levé la pédale en se disant, bon, c'est les Raptors, ils feront pas les séries, c'est un Ah, petit match peut-être, facile? peut-être. Je sais pas, ils sont en difficulté sur les 4 derniers matchs parce que je me rappelle que j'ai vu la stat.
avant la rencontre, sur les 4 derniers matchs, les Raptors shootaient mieux à 3 points que les Celtics. Donc ça, c'est un fait rare. Et, euh, et j'écoutais le Raptor Show avec un intervenant de Boston, bah, c'était Brian Scalabrine, qui expliquait que bizarrement, depuis qu'ils sont au complet, ils ont plus de mal à retrouver chacun leur rôle que lorsqu'ils avaient des blessés. Donc je pense que c'est aussi une période de réadaptation à avoir tout le monde. Mais aussi, il va falloir qu'ils se trouvent un collectif parce que c'est énormément d'isolation pour Tatum et Brown. Brown a été catastrophique hier, mais il a été bien défendu par RJ Barrett. Donc, est-ce que c'est un bon match d'RJ Barrett? Est-ce que c'est un mauvais match de Brown? Parce que c'est à se demander. Mais voilà, ouais, ils doivent se retrouver un collectif. Mais moi, personnellement, je ne me fais pas de soucis pour eux. Ils ont encore le temps, ils ont une demi-saison pour ça. Et en tout cas, ça fait du bien aux Raptors d'avoir gagné ce match. Nous sommes en pause. Si vous appréciez l'émission, pensez à vous abonner à notre chaîne YouTube de Choc FM. Activez la cloche pour ne rien manquer. Likez et commentez. Vous pouvez aussi retrouver ce podcast en rediffusion sur toutes les plateformes. Le nom, c'est bien sûr Franco Raptors avec vous, Patrick Biznavi et Mike Laviole. Toutes les semaines, les samedis, à partir de 13h sur Choc FM. On va passer à la question du jour. Ça m'intéresse énormément d'avoir vos avis. On en a déjà parlé un petit peu avec Patrick lors des matchs, mais il est clair que le 5 de départ des Raptors, quand tout le monde est là, avec Quickly, avec Grady Dick, avec RJ Barrett, qui sont tous les trois pas des défenseurs, on va dire, positifs, en plus de Barnes et de Paul Toll qui ont du coup énormément de boulot. Est-ce que ce 5 de départ est déséquilibré? Est-ce que on peut se dire qu'à l'avenir, ça ne va pas marcher? Ou est-ce que, comme Darko l'a dit, c'est à eux de figure it out, toujours compliqué de traduire ça, mais de faire avec et de se débrouiller, de faire en sorte que ça fonctionne. Qu'est-ce que tu en penses, toi, Maxime? Je sais pas, si tu n'as peut-être pas eu l'occasion de trop le voir, ce 5 de départ-là, mais déjà sur le papier, qu'est-ce que tu en penses? Ben, j'aime beaucoup l'aspect défensif de Davion Mitchell. C'est certain que je me demande si son apport offensif est suffisant. Donc, tu sais, c'est une arme à double tranchant. Il est voyons, les Kings Kings, Sacramento. Sacramento, oui. Oui, il était surtout utilisé en venant du banc comme spécialiste défensif. Est-ce qu'il peut vraiment se faire sa place dans une NBA sur un 5 partant dans une équipe qui idéalement devient championne? On dirait que j'en doute. On dirait que pour moi, ça va tout le temps être un 6e ou un 7e joueur, puis justement, va venir amener une présence défensive, puis peut-être certains soirs, tu l'insères comme défenseur principal lorsqu'il cadre bien avec le joueur offensif numéro 1 de l'autre côté. Barnes, c'est sûr que c'est une présence défensive monstrueuse. Là. C'est la base de ce joueur-là. Lui, c'est à savoir, est-ce qu'il va se développer suffisamment en offensive? Est-ce qu'il peut prendre les 22, 24 points qui seraient nécessaires pour devenir une équipe championne? Est-ce que RJ Barrett peut développer son jeu défensif? Ils ont tous il manque de joueurs qui sont both sides, comme on dit, qui sont capables de jouer des deux côtés du ballon. Donc, soit tu as un apport très offensif d'un certain RJ Barrett, mais tu manques, oui, il se développe bien défensif tranquillement, là, mais tu t'en manques un peu. T'sais. Donc, je pense que oui, il y a certains trous là, à la lumière de ce que je viens de vous dire. Je ne sais pas ce que vous pensez de ce que je viens de dire, mais il manque peut-être de spécialistes qui sont capables de. On parlait des Celtics il y a très peu longtemps. Chaque joueur est très bon offensivement, chaque joueur est capable de lancer de loin, mais également chaque joueur est très bon du côté défensif du ballon. Est-ce qu'il en manque peut-être un ou deux sur le 5 de départ des Raptors pour en faire vraiment une équipe compétitive, ou est-ce que la clé viendra du joueur qui va être repêché l'année prochaine, qui lui viendra s'insérer puis renforcer cette défensive-là et renforcer aussi du côté offensif? J'aimerais savoir ce que vous en pensez de ce côté-là. Je vais juste faire une petite correction. Je ne sais pas si c'est moi qui ai fourché, mais le 5 de départ avec l'effectif au complet, c'est en pensant à Quickly à la place de Devion. Ok, ben oui, excusez-moi, Ouais. Quickly est absent Et présentement. c'est pour Ben oui. ça que du coup, les trois extérieurs paraissent quand même pas assez forts en défense. Et du coup, avec cette vision-là, qu'est-ce que tu en penses? Ouais, ben, en réinsérant Quickly dans ce 5 de départ-là, je pense que justement, ça va être du côté défensif qui va avoir un petit manque, alors que c'est l'identité des Raptors. Je ne sais pas si c'est l'identité que veut donner Darko Rajakovic, mais traditionnellement, chez les Raptors, on allait chercher des joueurs qui étaient
bon en défensive et qui avait un surplus de bras, qui avait une envergure positive. Là, on le voit que dans les dernières années, c'est moins important pour Massai, c'est probablement moins important pour Darko, mais il reste que lorsque tu bâtis avec une identité défensive, d'après moi, tu as de meilleures chances de croître parce que si tu te fais marquer 125 points chaque soir, tu as bien beau en marquer 110 à tous les soirs, ben, tu vas avoir un déficit. Bref, c'est un peu ma vision de la chose. Je pense qu'il va manquer un peu de défensive. Est-ce que justement Emmanuel Quickley peut se développer défensivement? On voit que RJ le fait tranquillement. Est-ce qu'il peut maintenir ce rythme de croisière-là et devenir encore un meilleur défenseur? C'est ce qu'on peut espérer, mais je pense vraiment que la clé d'assise viendra du côté du repêchage l'année prochaine. Ah, c'est tout à fait vrai. Et puis, le Raptors, depuis des années, la barre était vraiment haute en termes de défense. Nick Nurse, son système défensif, c'était vraiment excellent depuis le titre, mais aussi, il avait les joueurs pour jouer ce système-là. Kyle Lowry, OG Anunoby, Pascal Siakam, c'était des joueurs qui défendaient, qui étaient là, mais le système était là. Donc, par contre, c'est ça qu'on disait lors de la dernière émission. Est-ce que le système défensif de Darko, est-ce qu'on ne peut pas mettre en cause ça aussi? Parce que on voit par exemple hier, même si ça n'allait pas côté Boston, il changeait. Il mettait la zone, il changeait en man-to-man. Mais le système, à mon avis, le système de Darko, c'est un système qui ne change pas, qui a moins d'ajustements pendant le match. Euh, et en plus de cela, il n'a pas le personnel pour faire une bonne défense. Et ce personnel-là, des fois, c'est le manque d'effort. Parce que Grady Dick n'est pas un bon défenseur, mais on voit quand même l'effort. On voit qu'il se bat, il prend il est là dans la raquette pour prendre des fautes offensives. Tu vois qu'il court. Donc, la défense, c'est carrément l'effort. C'est l'effort. Et là, les 5 de départ, c'est vraiment. Et puis la taille aussi. On n'a pas de taille. Si Mm-hmm. Yak n'est pas là, c'est la catastrophe. Donc, il n'y a pas de taille. Et puis, lorsqu'ils sortent, là, c'est Kelly Olynyk qui entre. Et c'est presque, on a dit que c'était presque une passoire, là, parce que tout le monde passe. Donc, je pense que il faudra voir avec le personnel, avec les repêchages, avec le système défensif aussi des Raptors de revoir. Mais le 5 de départ, on n'a pas assez de données pour pouvoir juger ce 5-là, mais je pense que défensivement, en termes de qualité défensive de chaque joueur, il y a vraiment des limites. Ouais, tout à fait. Bah, je vais conclure cette petite partie. Je vais laisser la question en suspens, mais moi, je le dis depuis un moment, même si Grady dit qu'on compte sur lui pour l'avenir, peut-être dans le 5, peut-être pas, est-ce que ce serait pas plus équilibré quand même avec Ochai Agbaji sur le poste 2? Parce qu'en plus, tous les joueurs du 5 de départ, en dehors de Jakob Poeltl, on a vu qu'ils ont quand même besoin du ballon en main. Grady moins parce que c'est un joueur off-ball, mais quand même, quand il a été très bon en début de saison, c'est quand il y avait beaucoup d'absents. Et il nous a montré de très belles choses balle en main. Hier contre Boston, il fait encore 4 passes décisives. C'est intéressant. Et est-ce qu'il ne serait pas plus efficace avec des défenseurs autour de lui dans la second unit pardon, avec Jamal Shed, avec Devion Mitchell, avec Scotty qui peut jouer avec la second unit avec lui, et en ayant plus le ballon dans les mains avec des joueurs autour de lui qui en ont moins besoin. Je laisse la question parce que faut qu'on avance dans l'émission, mais je pense que ça a le mérite d'être débattu. On pourra en reparler dans une prochaine. On va être rapide parce que vous en avez déjà pas mal parlé. Chris Boucher, qui est resté sur 4 matchs de folie, hein, il avait un true shooting de 95%. C'est juste du jamais vu. Euh, Revenons rapidement sur lui. Vous en avez déjà beaucoup parlé. Je ne sais même pas si vous voulez ajouter quelque chose, mais quel regard tu portes sur ces derniers matchs de Chris Boucher? Et peut-être pour aller plus loin, parce que vous avez déjà parlé des performances, mais peut-être plutôt, est-ce que Chris Boucher doit quitter les Raptors pour rapporter un second tour de repêchage, quelque chose comme ça? Ou est-ce que ce serait pas plus l'âme des Raptors qui serait prêt à rester et à accepter un rôle et pourquoi pas le re-signer au minimum l'année prochaine et qui continue à représenter cette âme des Raptors et à continuer à jouer son rôle de mentor maintenant parce qu'il a quand même pris à cœur. Qu'est-ce que tu en penses?
Question très épineuse, question à plusieurs millions de dollars. Lui-même, je crois qu'il est tiraillé avec cette question-là. C'est la majorité de sa carrière, excepté une année où il a joué du banc avec les Warriors. Il s'est développé dans l'organisation des Raptors par le biais de la G-League et il s'éclate. Maintenant, on le voit, ses 4 derniers matchs sont incroyables. Et puis, on l'a dit, il y a eu des problèmes avec Darko à son arrivée, mais là, euh, il adhère au système et avec le peu de minutes de plus qu'il joue cette année, il en fait beaucoup. Donc, un joueur qui est très précieux et on peut se dire, oui, peut-être comme joueur de sixième, septième, huitième joueur dans une équipe qui aspire à un championnat pourrait aller aider, mais lui, j'ai l'impression qu'il aimerait terminer sa carrière à Toronto, mais en même temps, il espère aussi signer un dernier bon contrat pour son avenir. Et ça sera vraisemblablement pas à Toronto qu'il aura ce gros contrat-là si c'est ce qu'il espère. Donc, s'il veut rester à Toronto, c'est certain qu'il doit accepter un contrat diminué. Je ne sais pas ce que je lui souhaite parce qu'en même temps, vous l'avez dit, à chaque fois que Chris Boucher entre sur le terrain, il y a une acclamation. C'est le dernier morceau restant de cette équipe de championnat-là de 2019. Il amène du côté de l'esprit, il symbolise ça. L'équipe qui a déjà été championne, il le dit souvent, une fois que tu as été champion, tu peux toujours dire que tu es champion. Donc, c'est cette aura-là qu'il amène avec les Raptors. Mais en même temps, ce serait peut-être une bonne chose de faire le ménage et de repartir en quelque sorte à neuf et que ce soit 100% l'équipe de Scottie Barnes. Et je ne dis pas que c'est l'équipe de Chris Boucher, mais vous comprenez ce que je veux dire. C'est un peu l'âme des Raptors, du moins une partie de cette âme-là. Je suis vraiment tiraillé moi-même et à certains égards, j'ai l'impression que Chris Boucher pense déjà à son après-carrière. Tu sais, quand je lui parle, je lui ai demandé, veux-tu gagner un autre championnat? Mais il me répond déjà un peu en pensant à ce qui s'en vient après. Tu sais. J'aimerais donner aux jeunes, j'aimerais faire comme LeBron et démarrer une école, etc. On dirait qu'il ne pense plus nécessairement à remporter un championnat, Chris Boucher. Donc, est-ce qu'il veut vraiment s'expatrier, je ne sais pas, à Détroit, au Wisconsin, ou peu importe où il terminerait sa carrière, et puis s'éloigner de sa famille, alors qu'il pourrait peut-être encore accepter un contrat moindre et passer 1, 2 ou 3 saisons encore avec les Raptors. J'ai l'impression que c'est plus l'option B que Chris Boucher envisagerait le plus positivement. Mais bon, peut-être qu'un changement lui ferait du bien aussi, puis qu'il ne voit pas les choses de cet œil-là présentement, mais qu'il accepterait en étant échangé, en voyant les nouvelles conditions dans lesquelles il évoluerait. Bref, je vous laisse avec plus de questions que de réponses, messieurs, mais j'aimerais entendre ce que vous avez à dire, vous, de votre Ouais, côté. moi, je ne vois pas l'avenir des Raptors, l'avenir de Chris Boucher avec les Raptors, vu l'effectif qu'ils ont. Parce qu'il y a Mogbo, il y a Jacoby Walter, il y a du monde à développer. Et donc, plus Chris Boucher joue, moins eux, ils vont se développer parce qu'il va prendre leur place. Et puis, si les Raptors le gardent l'année prochaine, ce sera le rôle du genre Garrett Temple, qui est là pour accompagner les joueurs. Mais Chris Boucher a beaucoup plus à donner sur le terrain que Mhm. Garrett Temple. Donc, ce serait vraiment du jeu perdu pour Chris Boucher de juste s'asseoir sur le banc pour être le mentor de ces jeunes-là. Donc, je pense que si on doit être vraiment raisonnable, il faut, pour le bien de Chris Boucher, il faut qu'il parte parce que il a encore à donner. Et depuis quelques semaines, il y a des rumeurs qui disent que il peut partir à Denver. Mais Chris Boucher à Denver, c'est une autre équipe. Ça Mhm. devient vraiment une équipe qui peut aller au championnat carrément parce que avec, avec l'équipe qu'ils ont, deux joueurs qui font un triple-double dans un seul match, et puis avec un banc, avec Chris Boucher et les autres jeunes qui sont en train de... Ça serait génial parce que, un, il va jouer. Et deux, je pense qu'il aurait encore 1 ou 2 saisons en lui en termes de contrat. Et je pense que avec la vision à long terme des Raptors, je ne vois pas Chris Boucher ou même Kelly Olynyk continuer avec les Raptors parce que Mogbo est là, Jacoby Walter est là, et le peu de matchs qu'on les a vus jouer, ils ont un potentiel énorme. Heureusement qu'il y a les 905 où ils peuvent aller jouer, mais c'est pas la même chose quand ils jouent en équipe première. Donc le fait d'avoir ces joueurs-là
qui d'ici 2 ou 3 ans vont être bien développés. Je pense qu'il y aura moins de place pour Chris Boucher, qui est un bon joueur. Et puis les Raptors ne veulent pas gagner tout de suite. Donc ce serait bien vraiment pour le bien, même si ça va nous faire mal, nous, parce qu'on aime bien Chris Boucher pour sa carrière, que d'aller dans une équipe qui a envie de gagner tout de suite. Mais fin de carrière, il nous l'a déjà dit, il va partir sur son île, tranquille dans sa famille, et puis il va continuer à être avec sa famille. Mais à la fin de la journée, la NBA, c'est un business. Donc, les Raptors vont faire ce qui est bien pour les Raptors, même si Masai, um, il agit comme un papa. Lorsqu'il envoie les joueurs ailleurs, il fait en sorte qu'ils soient en bonne position dans une équipe qui gagne, où ils sont bien payés, parce que il les a formés pour que eux-mêmes puissent bénéficier du temps qu'ils ont passé chez les Raptors. Bah, De vous avez très été bons points, Patrick, vraiment intéressant. Ouais, Mhm. vous avez été très complets tous les deux. Pour faire la synthèse, Patrick a raison, mais je pense que Maxime a raison aussi. Mhm. Dans la dernière déclaration de Chris Boucher à Radio-Canada, ils lui ont demandé par rapport aux rumeurs de Denver, et il a dit que ça me ferait vraiment bizarre de ne pas être à Toronto. On verra ce qui arrivera, mais on sent vraiment qu'il a envie de rester. Après, est-ce qu'il accepterait des conditions? C'est ça, toute la question est là, comme tu l'as dit, Maxime. Est-ce qu'il accepterait des conditions à ne pas beaucoup jouer et baisser son salaire? Et après, je rejoins Patrick sur ce qu'il dit. Chris Boucher mérite d'avoir plus de temps de jeu et de contribuer à une équipe parce qu'il en a encore le niveau, comme tu l'as dit, Maxime, tout à l'heure. Je trouve qu'il a encore une marge de progression parce que, comme il l'a dit, il a commencé le basket à 20 ans. Il a 10 ans de retard sur tous les autres joueurs. Et par rapport aussi au fait que, comme tu disais, on semble qu'il est habile dans ce système de Darko Rajakovic. Je ne sais pas si s'il ne voulait pas l'année dernière ou si tout simplement il devait s'adapter en fait à une façon de jouer qui n'était pas la sienne. Ça, par contre, je suis d'accord avec toi parce que avec Darko, tout le monde doit être en mouvement et Chris Boucher n'a pas appris vraiment à faire ça. C'était pick and roll ou attendre dans le coin avec Nick Nurse qui n'avait pas vraiment une attaque en mouvement. Et je trouve qu'en fait, il a vraiment su s'adapter à ça. On le voit, il a un jeu beaucoup plus intelligent dans ses decision making, dans sa prise de décision. Et du coup, je pense que ça lui a permis de grandir cette année. Et c'est vrai que, comme disait Patrick, il contribuerait énormément à une autre équipe. Peut-être pas régulièrement non plus, parce que on vante les qualités de Chris, on connaît ses défauts aussi, hein. Parfois, il y a des errements en défense, il y a des mauvais choix en attaque. Il n'est pas à l'abri de. Même physiquement, il n'est pas costaud pour. C'est pas un poste 5, Ouais. il faut vraiment trouver la bonne carburation avec lui. Mais en tout cas, c'était très intéressant et voilà, ça laisse ouvert à nos auditeurs pour se faire une idée là-dessus. Le temps a filé, il nous reste plus que 12 minutes. On va enchaîner avec les questions sur le basketball québécois. On continue avec toi, Maxime. Euh, Parle-nous de ce basket au Québec qui est grandissant, qui a des porte-drapeaux de plus en plus nombreux en NBA. On a parlé de Chris Boucher, il y a bien sûr Lou Dort, il y a bien sûr Omax Prosper, Mathurin et des futurs joueurs qui vont arriver. On va en parler après. Quelle est un peu la situation du basket québécois? Comment tu la vois et comment tu vois son évolution? Ben, si le basket canadien va vraiment bien depuis 10, 15, 20 ans maintenant, le basketball québécois, je vous dirais peut-être 10 ans en retard sur le basketball torontois, surtout parce que on s'entend que les deux pôles, le grand pôle, c'est surtout Toronto, avec ses académies, Orangeville, etc., qui ont démarré au début des années 2000. Et puis, vous voyez, l'académie d'Alma qui a donné ses fruits dont Chris Boucher fait partie, c'est 2012-2014. Donc, on est à peu près 10 ans en retard. Et puis, cette académie-là a fermé, a réouvert à Thetford. Et maintenant, si bien que là, on a un système, une ligue d'académies de 6 ou 7 académies, je ne me rappelle plus exactement, mais qui foisonne, fragile comme équilibre, mais qui porte ses fruits jusqu'à présent. Euh, Ça augure bien pour les prochaines années, mais c'est fragile. Il faudrait, idéalement, si le gouvernement pouvait aider à ce système d'infrastructure-là, ça pourrait solidifier le tout. Mais sinon, il y a des bons athlètes. Au Canada, et c'est vrai aussi au Québec, il y a eu beaucoup d'immigration, une immigration massive qui
on n'a pas le choix de le voir, est à l'origine de ce renouveau-là au basketball canadien et aussi québécois. On a nommé Chris Boucher, bien sûr. Chris Boucher, c'est un gars qui a surmonté des obstacles à chaque fois. Quand il est arrivé à l'Académie d'Alma, dont je vous parle, il était troisième centre. Tu n'étais pas prédestiné pour une grande carrière, mais en dedans de quelques mois, a compris par le biais d'un meneur de jeu dont j'oublie le nom présentement, pardonnez-moi grandement, mais qui lui a dit, gars, Chris, t'es grand, va au panier, je vais te faire les passes, etc. Ça a été par le biais de mini-apprentissages à chaque fois que là, il a déclenché un potentiel inouï. Et c'est pratiquement à se demander s'il avait commencé plus jeune, Chris Boucher en serait où maintenant? On peut se dire, bon, il n'arrive à rien pour rien, etc. Mais s'il avait eu juste 4 ou 5 années de basketball derrière la cravate, qu'est-ce que ça aurait donné maintenant? Alors que là, je me transpose dans le temps. Un Bénédicte Mathurin, lui, qui est dans la Ligue depuis 3 ans, lui a bénéficié du chemin qui a été fait par plusieurs Québécois avant, des Joel Anthony, des Chris Boucher aussi. Lui, il a passé par un système déjà établi. Maintenant, la NBA et les autres grandes ligues se tournent vers le Québec, se tournent vers le Canada, alors que ce n'était pas le cas il y a 20 ans. Je te vois, Mike, en France, il y a une ligue continentale, une ligue domestique qui existe depuis plus d'un centenaire. Nous, au Canada, c'est depuis 7 ans que là, ça sera la 7e saison de la CEBL. Et donc, tout est en construction tranquillement. Les, les infrastructures sont toutes jeunes et toutes naissantes, mais il y a des chemins, des sillons qui sont maintenant pavés, dans lesquels un Bénédicte Mathurin a pu justement évoluer. Lugansdor, la même chose. Ils ont suivi le système traditionnel américain de la NCA. Un Olivier Maxence Prosper qui, lui, était même pas supposé être repêché et il a été fait parce qu'il a tellement donné un beau combine en début d'année avant le repêchage qu'il est passé d'un gars qui n'allait pas être repêché à un gars qui est repêché fin de première ronde. Donc, quand même, on voit que juste le fait de mettre l'éclairage sur les joueurs québécois, canadiens, bien sûr aussi, mais québécois, ça leur donne des chances qu'ils n'avaient pas avant. On a eu des très bons athlètes, un Chris Joseph que vous connaissez peut-être pas, qui a évolué 1 an en NBA, a très peu eu la chance de se faire valoir chez les Celtics de Boston. Il y avait 3 ou 4 joueurs devant lui à la même position, donc n'a pas eu l'éclairage nécessaire pour se faire valoir, mais qui sait justement si lui aussi avait bénéficié du chemin qui est maintenant tapé en ce moment pour des jeunes comme Bénédicte Mathurin, comme Quincy Guéry, comme Tyree Samuel. Qu'est-ce qu'il aurait pu faire comme carrière? Tout ça pour dire que je pense que le chemin était à faire, que là, tranquillement, il s'organise une infrastructure qui est de qualité et qui fait que là, ça récolte, le Québec récolte ses fruits en NBA, si bien que, bon, on se dit 4 joueurs en NBA présentement qui viennent du Québec. On peut se dire c'est peu, mais si on regarde à l'échelle mondiale, c'est le 8e pays producteur de joueurs de basket. Si le Québec est un pays, là, vous savez que c'est un enjeu dans notre province. Si le Québec est un pays, ce serait le 8e pays producteur au monde de joueurs de basketball, ce qui n'est pas rien. Dans une Coupe du Monde ou dans des championnats internationaux, on pourrait se dire que déjà le Québec pourrait faire un certain bruit, pourrait faire mal à certaines nations, pourrait faire peur à certaines nations. Donc, tout ça étant que maintenant, on a 2 pôles producteurs au Canada, puis ça augure vraiment bien pour l'avenir. Je vois ici pousser. Maintenant, les jeunes ont des exemples et c'est plus seulement des exemples de. Et rien contre Joel Anthony, bien sûr, là, il a eu une illustre carrière, a gagné 2 championnats avec LeBron James, mais marquait 3 points par match. Là, maintenant, ils ont un exemple, un Bénédicte Mathurin qui en marque 17, un Lugansdor qui est une force défensive sur le périmètre reconnue par ses pairs. Là, maintenant, les jeunes ont les exemples et ils les citent constamment. Ils veulent être ces joueurs-là lorsqu'ils jouent dans des gymnases. Donc, bref, je pense qu'on est promu à un bel avenir de ce côté-là. C'est passionnant. On va rester sur le basket montréalais et on te réinvitera une prochaine fois pour parler du reste parce que on Ouais, va je être prends à beaucoup de court de temps dans temps. chaque réponse. Désolé, messieurs. Ah non, c'est génial, il n'y a pas de problème. Nous, on a le temps de toute façon et on a des autres émissions qui vont arriver. Donc, et ce qui est drôle, c'est que ce que tu dis, en fait, nous, on a eu Patrick qui a reçu Igor de Alma, justement, celui qui a découvert Chris Boucher, et il nous disait la même chose que toi. Il me disait, si j'avais eu Chris Boucher 4 ans avant,
qu'est-ce que ça aurait fait? Et si Chris Boucher ne s'était pas blessé à Oregon aussi, Mhm. parce que ça lui a cassé carrément ses repêchages, puisqu'il était envisagé à la première ronde, justement. Donc, ouais, ça, c'est vraiment passionnant. Patrick, est-ce que tu as un petit commentaire avant que je pose une petite autre question sur un Ouais, joueur? c'est ça que je remarque qu'au Québec, le développement des jeunes, justement en écoutant Maxime et puis le travail que fait Igor depuis des années, le basket des jeunes, le basket des masses, grassroots, c'est très développé. Et donc, c'est pour cela qu'on voit des joueurs qui évoluent. Je pense que même en Europe, on a des Québécois qui évoluent dans d'autres ligues ailleurs. Donc, c'est pour ça que je me dis que le basketball de masse, des jeunes, ça doit être bien développé, bien structuré. Et puis, je sens la passion de Maxime, mais aussi la passion de Igor. Tu sens que le basketball, c'est vraiment sa vie. Donc, avoir des gens, des encadreurs qui mettent à fond leurs efforts et moyens pour développer ces joueurs-là, je pense que c'est ça que ça prend. C'est ça que ça prend. Et puis, de pouvoir développer les fondamentaux très tôt. Parce que c'est ça la force des joueurs européens. Luka Doncic, puis Jokic, ils viennent avec des fondamentaux. Ça devient un joueur complet au niveau de. Et ça, c'est parce qu'ils ont commencé très jeunes. Et je pense qu'en en t'écoutant, Maxime, c'est ça que ça me donne beaucoup d'espoir pour l'Afrique. Parce que l'Afrique a tellement de jeunes, il y a tellement d'académies qui sont en train de se développer. Donc, je me suis dit que d'ici quelques années, je pense que l'Afrique sera aussi, Mhm. c'est ça aussi bon que ce que je vois au Québec ces temps-ci. Ouais, On c'est l'a ce que vu avec le Igor. Soudan, entre autres, Ah, le Soudan, au championnat. c'est Oui. extraordinaire ce qu'ils ont fait. Ouais, Et ouais. c'est ce que Igor t'a dit, Patrick. Maintenant, il est aussi tourné vers le continent africain et qu'il espère qu'il y ait énormément de joueurs dans les années à venir. Pardon. On termine avec quelque chose qui ne s'apprend pas. On ne peut pas teach la taille, comme on dit en anglais, teach the size. Et en parlant de size, il va falloir que tu nous expliques ce que vous mettez dans les biberons des enfants, là, parce qu'il y a plusieurs géants qui arrivent du Québec, dont un qui devrait, je ne sais pas s'il est prévu pour le prochain repêchage ou l'année d'après, mais c'est Olivier Rioux. Est-ce que tu peux nous parler de lui parce qu'on en entend énormément parler, parce qu'il fait, il est quoi, 7, 7-9. 7, 9 maintenant, deux Ouais. mètres 40. Est-ce qu'il a un avenir en NBA? On sait qu'il y a toujours cette histoire de est-ce qu'il sera assez mobile? Il y a eu des doutes sur Zakidi, il est en train de les lever un par un. Il a dunké sur Wembanyama lors du dernier match, c'était impressionnant. Comment tu vois ce développement de Olivier Rioux? Oui, ben écoute, je l'ai suivi comme vous par le biais des réseaux sociaux pendant plusieurs années. On le voyait arriver le plus grand adolescent au monde. Là, il est maintenant avec les Gators de la Floride, mais il n'a pas joué cette année. Donc, Ah, il est redshirté, comme on dit. Donc, plutôt que de lui faire jouer 1 ou 2 minutes en fin de partie lorsque l'enjeu n'y est plus vraiment, on a préféré carrément le laisser avec l'équipe de pratique. Donc, pour lui laisser ses potentielles 4 ou 5 années en NCA. Donc, ce sera vraisemblablement pas pour l'année prochaine d'accord. pour le repêchage. Et je pense que c'est sage. On a sûrement vu qu'il se développait, mais que le développement est assez tardif. C'est souvent le cas chez des joueurs de cette stature-là. Du côté des positifs, il n'est pas atteint de gigantisme, il est bien proportionné. Ses deux parents sont immenses. Son père est 6 pieds 7, sa mère est 6 pieds 2. Donc, ça part de gènes qui sont très grands et il n'est pas atteint de gigantisme. Donc, ceci étant réglé, euh, un grand comme ça se développe très lentement. Donc, il prend les bouchées petites, une à la fois. Mais moi, ce que je vois des images qui nous sont montrées, c'est que il se développe bien. T'sais, son jeu de pied tranquillement, même s'il est encore lent, n'est pas absent. Il a certains lancers, donc ça aussi une coordination main-œil qu'on voit qu'elle évolue. Il reste à voir là, en situation de jeu qu'est-ce que ce sera parce qu'il a tout au long de sa vie seulement affronté des gars qui se font pratiquement la moitié de sa taille. Donc, c'est dur de se faire vraiment une tête sur les joueurs qu'il a affrontés jusqu'ici. Vraisemblablement, avec les Gators, euh, on a jugé qu'ils n'étaient pas prêts à supplanter les joueurs qui étaient là, mais on a deux excellents centres du côté de la Floride. Donc, je pense que c'est vraiment, on travaille sur la longue haleine de son côté. On pourra statuer
davantage l'année prochaine lorsqu'il jouera plus de minutes. Mais c'est sûr que ça augure bien. Puis oui, tu l'as mentionné, Mike, on en a d'autres qui s'en viennent. Un Jay Goyer qui a 16 ans, 7 pieds 3. Donc lui aussi, un autre massif, mastodonte, centre à s'en venir. Puis lui, on dirait que le développement est encore plus rapide. Là. Je pense qu'on l'a pris encore plus jeune, puis on a vu le potentiel assez rapidement. Son jeu de pied semble encore plus rapide que ce que Olivier Rio démontre. Donc, oui, des belles choses de ce côté-là. Surtout que du côté canadien, c'est souvent ce qui nous manque, de la grandeur sur le panier. Tu as mentionné Zach Edey. On a hâte de le voir dans 4 ans à Los Angeles. Est-ce que Olivier Rioux sera rendu là? J'en doute un petit peu. Je pense qu'on aura d'autres renforts. Un Brandon Clark qui n'était pas là à Paris, qui devrait être là. Andrew Wiggins, je crois qu'il sera encore dans un âge d'être là. Mais bon, vous voyez ce que je veux dire? Je pense qu'on va prendre notre temps vraiment du côté d'Olivier Rioux. Mais c'est sûr que c'est intriguant. Un gars comme ça, à 7 pieds 9, tu l'as dit, même si la Ligue est rendue une ligue où on joue du basketball sans position, reste que quand tu as un centre qui est fort, qui est capable de dominer sur le panier, l'exemple que je t'avais déjà donné dans une autre conversation, si Shaq revenait dans la ligue soudainement, oui, on est rendu dans une ligue où il faut savoir lancer du 3 points, mais si tu as une force aussi prédominante que Shaq l'était, tu n'as pas le choix d'avoir des défenseurs pour jouer sur lui. Il devient un problème instantanément, donc peut-être que tu es obligé d'enlever un lanceur de 3 points puis de compenser par un gars qui est surtout un gros corps. Je pense que ça va toujours demeurer ça. Le basketball est un sport où la grandeur est un des atouts majeurs. Oui, si tu sais lancer en plus, tu deviens encore une arme comme un Wembanyama, là, où là, bon, faut te surveiller de partout, faut tenir compte de toi en défensive également. Ça devient un réel casse-tête. J'espère que Olivier Rioux pourra devenir ce casse-tête-là pour la majorité des équipes éventuellement. Ben, c'est tout ce qu'on lui souhaite, c'est tout ce qu'on souhaite au basket québécois et canadien parce que tu m'as enlevé les mots de la bouche. Les problèmes aux Jeux Olympiques, ça a été contre l'équipe de France de se faire pilonner à l'intérieur parce que ça manquait de taille. Kelly Olynyk en premier lieu, mais après les autres aussi. Kem Birch, on voyait que c'était limité. Et puis celui dont j'oublie toujours le nom qui est à Dallas, qui n'est même pas un centre à la base, qui est un poste 4 qui a été mi-centre maintenant. J'ai perdu son nom, mais Dwight Powell. Dwight Powell, exactement, qui n'est pas un centre. Et c'est clair que Zach Edey, qui s'est retiré dernier moment de la sélection, ben, même avec son manque d'expérience, je pense qu'il aurait fait énormément de bien. Parce qu'en plus, avec les règles FIBA, on sait qu'on peut rester dans la peinture éternellement. Ça aurait changé beaucoup de choses, mais on ne va pas refaire Ah l'histoire. non, effectivement, ça fait encore mal. Ah, moi, non, moi, ça me fait pas mal. Ouais, hein? On est des deux côtés du spectre, là, mais ça a été un excellent match, ceci étant dit. Non, mais j'étais tiraillé quand même parce que je suis quand même devenu pas mal canadien, surtout pour le basket. Je les supporte très fort. Donc, en vrai, il n'y avait pas de déception pour moi. Si l'une ou l'autre gagnait, j'étais content. Donc, il n'y a pas de problème. Bon, on va se laisser là-dessus. Merci à toi, Maxime. On va te retrouver une prochaine fois parce qu'il y a énormément de choses qu'on n'a pas discutées. Est-ce qu'on va avoir une équipe NBA à Montréal un jour? L'arrivée des Nets de la G-League également à Montréal. Peut-être qu'on va t'avoir avec nous très rapidement parce qu'ils viennent, je crois que c'est le 27, quelque chose comme cela. Donc, en tout cas, un grand merci à toi. Merci à Patrick, comme d'habitude. Ouais, merci beaucoup à Mike, et puis Maxime, on espère te voir bientôt de retour à Toronto. Merci, messieurs. Longue vie à votre podcast, très apprécié. Merci, Nous, merci on beaucoup. dit toujours quand on se quitte, Let's go Let's go Raptors! Raptors! Ouais!